on est aussi donc, supporté par l'ANPME, c'est INMA, qui est une introduction, un accompagnement. Et bien sûr, on introduit à la culture de lean manufacturing, et c'est vraiment ce qu'on appelle du quick profit. Donc, les premières séances d'accompagnement, moi j'ai vu des retours immédiats dans l'usine, immédiats, après 2-3 jours. Donc moi je pense, là où il faut faire, je pense, beaucoup d'efforts, c'est au niveau des mentalités. Parce que l'autre exemple, moi, que je donne, c'est pour faire la bonne chose, il faut d'abord se poser les questions dès le départ. Parce que la définition la plus basique d'un problème, c'est un écart entre la situation actuelle et une situation désirée. C'est le basique. Et lorsque je suis dans une entreprise et lorsque les managers focusent leurs énergies pour trouver des solutions alors qu'ils ne savent même pas, ils n'ont pas de monitoring, on parlait de monitoring, pas nécessairement en temps instantané, mais au moins des systèmes de remontée d'informations, là il y a un problème. C'est comme, je dis, pour la décision d'acheter une voiture, les gens vont dire automatiquement, ah j'achète une diesel, je cherche peut-être l'hybride de l'année, alors que pour acheter, d'abord, il faut se poser des questions. Combien de kilométrage je vais faire? Plus de 10 000 km, je peux penser peut-être par an au diesel. Moins, dans notre pays, c'est de l'essence. C'est clair. Après, est-ce que je fais la bonne chose? Ça veut dire, après chaque plein, est-ce que je vérifie la pression de mes pneus? Parce que dans une consommation, moi je fais le parallèle entre l'usine et quelque chose de consommation de tous les jours. Une voiture, la principale consommation, c'est quoi? C'est le frottement, c'est les pneus et l'air. Donc, est-ce que aussi je fais la bonne chose? Lorsque je dépasse un 60 km/h, il faut que les vitres soient remontées. Exemple, c'est un autre exemple. C'est le même parallèle qu'on peut faire au niveau de l'industrie. Les gens s'embarquent dans des programmes d'efficacité énergétique, etc., etc. Mais la base, heureusement, moi je connais les experts qui sont au niveau de ce projet-là, METES 2, je connais la qualité de ces experts. D'ailleurs, on a échangé à plusieurs reprises sur certains projets. Et je sais qu'ils vont commencer par le commencement, c'est-à-dire au niveau de leur diagnostic, poser les doigts sur est-ce que poser au moins la question, l'état des lieux, est-ce qu'on fait d'abord la bonne chose avant de penser à la faire bien. Donc au niveau de l'industrie, moi ce que j'attire l'attention de tout le monde, c'est qu'il faut absolument des campagnes de sensibilisation. Parce que vraiment, moi je côtoie des industriels qui ont des factures d'électricité qui dépassent largement les 50 000 euros. Excusez-moi, je parle en euros parce que bon, personne ne vont pas se situer par rapport au dirham. 50 000 euros par mois. Et lorsque je leur demande quel est le prix du kilowattheure que vous payez en moyenne, ils ne savent pas. Quelle est votre stratégie de souscription d'électricité? Ils ne savent pas. Quel est le potentiel, cette discrimination tarifaire que l'ONE nous impose entre le tarif le moins cher? Vous savez que nous, les industriels à moyenne tension, le prix le plus cher, c'est 1,16 le kilowattheure. Le moins cher, c'est 0,52. C'est plus que le 5. Alors que les gens, ils ne font même pas attention à cette discrimination. Exemple, dans l'une de nos entreprises, dans laquelle je consomme largement plus de 1 million de kilowatts par mois, je peux facilement perdre 4 à 5 centimes de moyenne. Ça fait 50 000 dirhams minimum par mois. Ça fait combien? 600 000. J'ai fait aucun investissement. J'ai fait que gérer le prix. Donc ça, c'est faire la bonne chose avant de commencer à vendre du renouvelable. Il faut du renouvelable, mais en bout de chaîne. Mais d'abord, pensant à être... Les mots-clés, c'est efficacité et efficience. Faire la bonne chose, après la faire bien. Nous, on comprend, mais malheureusement, il y en a la masse. Moi, je pense qu'il faut accorder un peu de sensibilisation. Vous êtes ultra passionné de la chose. Non. Parce que vous savez ce qui nous a... c'est pas la passion, c'est la contrainte. Moi, je reviens à la thèse de Ramsey, Wealth of Nations, le père de l'économie moderne.
la richesse des nations, qu'est-ce qu'il a démontré? Qu'on ne peut créer du développement, créer de la richesse, que sous la contrainte. Nous, ce qui va aider le Maroc, les entreprises marocaines à embarquer dans l'efficacité énergétique, c'est des hausses du prix de l'électricité. Moi, je suis un industriel, j'en pâtis. Toute hausse, les 2 dernières hausses d'électricité sont à peu près de 13%, du 1er août et du 1er janvier. Pourtant, moi, je suis content. Pourquoi? Parce que j'ai une certaine longueur d'avance par rapport à mes concurrents. Donc, mon kilowattheure par tonne, je les devance et eux, maintenant, ils doivent suivre. Ils commencent à embarquer dans l'efficacité énergétique. La décompensation du fuel. En un mois, du jour au lendemain, moi j'ai eu un impact de 600 000 dirhams, à peu près 55 000 euros par mois. Donc, ça nous a encouragé d'aller encore à un rythme plus important. Donc, c'est la contrainte. Moi, je suis contre les gens qui encouragent à ne pas avoir une réalité des prix. Ok. On va laisser parler. Et merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Nadali. Merci. Je vais repasser la balle cette fois-ci donc, à la représentante du FODEP. Je pense que j'aurais pas beaucoup de force comme monsieur, parce que là, c'est carrément la fin de la journée, d'autant plus sur les finances publiques, et encore plus que j'étais prise au dépourvu. Oui, parce ça, que... je vais quand même vous apporter un appui. Je vais demander à Mme Nawal Sidotman, oui, de la CDTH, pour représenter la BIT, peut-être éventuellement pour nous dire un peu parler des besoins de l'entreprise industrielle du textile. Mais bon, vous pouvez y aller. Disons qu'à midi et demi, on m'a dit seulement assister, mais là, franchement, on a une moulin de Non, mais vous êtes pas obligé. Je pensais qu'il y avait une autre moulin de donc j'ai entendu parler de chez vous. Allez-y tout doucement. En tout cas, je vais essayer de présenter de manière succincte un petit peu les instruments financiers du département de l'environnement. Donc, un petit peu pour le respect, c'est-à-dire de la réglementation environnementale, pour l'assistance à la mise à niveau environnementale des entreprises et pour la protection de l'environnement, le ministère délégué chargé de l'environnement a instauré des instruments financiers. Bien sûr, entre autres, il y a le service dans lequel je travaille, le FODEP, Fonds de dépollution industrielle, qui a été mis en place dans le cadre de la coopération maroco-allemande. Et grâce à ce, c'est-à-dire le FODEP, il est alimenté par ce don. Et bien sûr, c'est beaucoup plus pour assister les industriels à des projets de dépollution et bien sûr des projets d'économie d'énergie et de changement de procédés de technologie. Et donc là, il y a quand même des critères d'éligibilité. Il y en a plusieurs. Et il y a quand même 3 lignes de financement. Il y avait la ligne de financement numéro 1, 2 et 3, c'est-à-dire à raison d'un total de 240 millions de dirhams. Et pour la ligne de financement 3, normalement, il y a un critère, c'est-à-dire le bilan doit être inférieur à 400 millions de dirhams. Et bien sûr, il y aura plusieurs autres critères. Et pour revenir au temps de retour d'investissement, normalement, pour les projets, c'est-à-dire pour un temps de retour d'investissement de supérieur à 2 ans. Et normalement, c'est-à-dire les projets qui sont éligibles, c'est des projets de traitement des rejets liquides, des rejets, c'est-à-dire des atmosphériques, et des rejets des déchets solides. Bien sûr, il y a une partie, et bien sûr, on a des guichets potiers et guichets millonnés. Pardon. Et donc, normalement, du projet, c'est pour un projet individuel, c'est 15 millions de dirhams, et pour un projet qui est collectif, c'est 30 millions de dirhams. Donc, le département, il a le montant, normalement, si c'est un projet intégré, c'est 20%. Bien sûr, avec un minimum de financement de 20%, et le reste, c'est pour la partie crédit, 20-40. Et pour un projet aval, normalement, le don, c'est 40%, minimum de financement 20%, le reste, c'est partie crédit. Donc maintenant, on a arrivé quand même à 120 projets agréés environ, donc la partie million, c'est beaucoup plus les projets de traitement des rejets liquides, ça se fait après les rejets solides et bien sûr la pollution atmosphérique. Et bien sûr, le secteur dominant, c'est beaucoup plus l'industrie agroalimentaire. Je pense que pour le FODEP, j'en ai parlé quand même. Et sinon, il y a un deuxième mécanisme
qui est le mécanisme volontaire de l'évolution industrielle hybride. Ça se travers le budget de l'État dans le cadre du Fonds national de l'environnement. Et donc, c'est-à-dire la différence par rapport au FODEP, normalement, ce mécanisme, il s'appelle seulement au projet de l'évolution industrielle hybride. Pas gazeuse, pas solide. Lié avec les agences de bassin. Il y a les agents de bassin, bien sûr, je vais venir. Et là, on a une autre différence, c'est que dans ce mécanisme volontaire de l'évolution industrielle hybride, il n'y a pas la partie créée. Donc, si c'est pour un projet intégré, on octroie carrément 20%, 80%, c'est le financement. Si un projet aval, on octroie 40%, et le reste, c'est l'autofinancement. La partie crédit, il y en a pas. Et bien sûr, là, c'est à travers les agences de bassin, carrément, elles identifient, c'est-à-dire on transfère d'argent. Bon, normalement, le coût global, c'est normalement, on est arrivé maintenant 100 millions de dirhams. Ça a commencé, c'est-à-dire le premier, parce qu'en même temps, il y avait 30, 45 et 5, jusqu'à 2015. Et donc là, on est arrivé maintenant à 7 projets. Et logiquement, c'est à travers les agences de bassin, ce sont elles, à travers un comité régional, qui identifient les besoins, qui nous envoient un petit peu, c'est-à-dire des demandes de bénéfices, à travers un comité régional. Et c'est-à-dire au niveau national, il y a un comité national qui valide le projet, qui octroie, qui distribue un petit peu les financements. Et maintenant, il y a quand même un finance, c'est-à-dire les fonds qui ont été alloués. C'est carrément pour 5 agences de bassin. Il y a l'agence de SPO, l'agence de Blurida et l'agence de Baudrey-Cheria. Et Susmetadona. Je vais peut-être vous arrêter maintenant pour poser une question. Est-ce que tout ça, c'est toujours actuellement par rapport au FODEP, c'est toujours une base volontaire, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas d'autres contraintes pas de contraintes du tout. Il n'y a pas d'obligation, c'est une base volontaire. D'accord, mais il y a quand même une loi qui existe, par exemple sur le plan hybride, la loi 95 ou 98, la 1095, voilà, excusez-moi, qui a mis en place donc, les agences de bassin. Il y a des principes de contrôle qui doivent se faire, il y a des projets de normes qui ont été mis en place. Et tout ça, on attend quoi aujourd'hui pour rendre obligatoire toutes ces normes, parce que ça donnerait un coup de pouce au marché de l'environnement et d'appui aux entreprises industrielles, parce que, à mon point de vue, faire de la pollution, ce n'est pas rentable pour l'entreprise. Ah ben oui. Mais bon, et faire des pollutions au développement d'énergie, c'est rentable pour l'entreprise. Et c'est là qu'on voudrait véhiculer. Donc c'est quand même un processus vraiment volontaire. C'est vrai qu'il y a des normes et tout, mais pour ne pas le délai de grâce. Mais quand même avec ce projet de normes, c'est-à-dire avec le cahier de charge des régies, des attaches, des gestionnaires des réseaux, quand même c'est pas une entreprise, elle pose leur outil. Je vais ajouter seulement une chose, c'est que pour le FDIH, normalement, le plafond maximum de la subvention pour un projet individuel de dépollution hybride, c'est 7 millions de dirhams. Et le plafond de la subvention pour un projet collectif, c'est 10 millions de dirhams. Parfait, merci. Merci. Allez-y, madame de la CGM. Alors, Tina Salah, donc en représentation de la CGM Centre. Vous pouvez ne pas parler aussi longtemps que vous voulez. Ne vous en faites pas, je vais aller à l'essentiel. C'est pas que mes. C'est pas que les autres n'ont pas dit des choses intéressantes, mais je vais peut-être compléter. Alors, donc, je viens ici, comme apparemment d'entre nous, on a été pris au dépourvu à la dernière minute, parce qu'il était question que Monsieur le Président donc, de la CGM Centre soit le plus apte à participer. Donc, pour des raisons en dehors de sa volonté, donc il n'a pas pu être parmi nous, parce que j'en parle parce qu'il est plus technicien concernant, comme il est le directeur général du CID, donc c'est plus technique. Bon, moi je vais parler avec le bon sens. Je vais avoir donc ma casquette, je suis une femme manager coach d'entreprise.
Je suis dans le secteur de l'artisanat. L'artisanat aussi, elle est concernée par ces choses-là. Je fais partie aussi de la Fédération des entreprises de l'artisanat. Je fais partie du cluster Menara, qui est un cluster installé sur Marrakech. Et nous sommes donc, mon entreprise, elle est membre fondatrice aussi de ce cluster, qui fait partie aussi du collectif de la CGN, Marrakech Tansit Lahams. Ici, j'ai ma casquette donc de syndicat de corporation patronale, et parce que je fais partie donc du bureau exécutif et je me charge de la commission artisanat et mode alternatif de résolution de conflits. Et ma foi, peut-être ce qui m'interpelle, ce qui a été dit est très intéressant, mais peut-être je vais focaliser mon intervention sur ce qui m'a interpellée pour faire un petit peu avancer les choses. De toute façon, vous savez qu'au niveau de la CGN, il y a déjà des commissions allouées pour l'environnement qui s'intéressent vraiment à la politique environnementale. Il y a eu différentes actions pendant cette année et l'année dernière pour mettre en place tout ce qui est l'académie du Green Industry. Donc il y a pas mal de choses qui se font dans ce sens. Il y a aussi l'accompagnement et le conseil pour le RSE, l'obtention du RSE, responsabilité sociale environnementale. Et donc moi je vais aller au terme SwitchNet. Et là je suis interpellée en tant que coach, manager coach, parce que Switch, en plus de ça, je me suis rendu compte que le point I, il est complètement à l'envers. Donc ce qui va vers le petit point d'exclamation au niveau de la syntaxe de la phrase espagnole, on commence par l'exclamation de ce point à l'envers et qu'on va finaliser par le point d'exclamation courant. Et s'il est à l'envers, c'est parce qu'il y a une façon de switcher. Donc les gens qui ont été un petit peu initiés au coaching, ils vont se rendre compte que dans le coaching, il y a une transformation, il y a un changement d'aptitude, d'attitude, et donc une certaine, on secoue bien le cocotier pour le faire bouger de sa zone de confort, pour l'amener vers une autre zone qui peut être très inconfortable dans le processus, mais qui peut s'avérer, en tant qu'état désiré, vraiment sortir avec des choses très intéressantes. Et pour essayer de rebondir donc sur cet aspect-là qui va nous amener vers une transformation, vers donc passer à l'état présent, qui est un état complètement pas du tout commode, qui nous oblige à faire des réflexions et à nous dire il y a quelque chose, il faut qu'on change les choses. En plus de ça, on est sollicité par la coopération, dans le cadre de la coopération internationale, dans le cadre de nos partenaires, dans le cadre de la mondialisation. On n'est plus isolé dans notre petit coin à faire l'industrie avec la façon classique avec laquelle on avait l'habitude d'intervenir. Et donc, cette mouvance nouvelle nous pousse un petit peu à nous questionner de comment on va faire, de quelle façon, et comment ne pas prendre tellement de risques pour aller à l'aventure kamikaze sans savoir et sans aucune maîtrise des process et maîtrise des résultats finaux. Alors, ce que j'ai aussi relevé, c'est que cette façon de faire nouvelle nous amène à travailler d'une façon nouvelle ensemble, hein, parce qu'elle nous amène vers une prise de conscience qu'il y a une transversalité. C'est que c'est une thématique qui appelle le bon sens à tous les niveaux. C'est-à-dire quand même, quand on est chez nous, même au niveau de notre cercle le plus intime, on est obligé d'être propre sur soi et sur l'environnement qui nous entoure. Donc, essayer d'être mal propre par rapport aux voisins, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Dans la copropriété, on nous interpelle, on nous appelle, on nous tire les oreilles. Donc, c'est la même chose au niveau process industriel. Donc, ces façons de faire transversales nous amènent aussi à réfléchir à une interdépendance. C'est-à-dire que moi, je fais, mais si l'autre ne fait pas, est-ce que le résultat factuel va être mesurable et intéressant et bénéfique pour tout le monde? Parce qu'il suffit de quelqu'un, il suffit d'un groupe qui est propre sur lui-même, mais il suffit de quelqu'un qui peut utiliser des méthodologies, des approches polluantes pour avoir de l'impact qui est irréversible sur des années et des années. Hein. Donc, c'est-à-dire ma petite action, elle est liée aussi à l'action de l'autre.
Donc à ce niveau-là, à mon avis, la corporation patronale, elle a beaucoup de choses à faire dans le sens où j'adhère complètement aux caravanes de sensibilisation, qu'il faut continuer dans ce sens, mais il faut peut-être aller au-delà de ces caravanes de sensibilisation parce qu'on va atteindre un autre stade d'évolution, à une autre étape, qui est celle de l'établissement peut-être d'un guichet, pas unique, mais du moins dans lequel on va pouvoir accompagner et faire la facilitation entre l'offre et la demande, devenir des facilitateurs possibles et potentiels. Par la même occasion, je pense qu'il faut faire un travail de coaching et d'accompagnement et de mentoring de ceux qui vont bénéficier de modèles, de modélisation, parce qu'on va développer à travers des tests, des modèles, des macro-modèles, qu'on devra par la suite adapter selon les territoires, selon les régions, selon les besoins, parce que les territoires et les régions sont tout à fait différents. Donc, il y a une nouvelle façon, il y a une nouvelle approche, il y a une réflexion qui est transversale et qui va amener petit à petit à installer des savoirs au niveau du savoir, au niveau du savoir-faire et au niveau du savoir-être qui devra être mis en place. Et je vais finir. Donc, un autre élément très important au niveau de la chaîne de valeur, donc en plus de que j'adhère et la CGM elle est complètement impliquée dans cette dynamique nouvelle qui est de la création de plateformes collectives telles que les clusters, et on va vers la création d'une nouvelle façon de faire et de faire intervenir tout le monde d'une certaine façon. C'est une autre chaîne de valeur, c'est le consommateur final. Aussi, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le mettre sous un anonymat complètement idéalisant et sans qu'on le connaisse. Lui aussi, il faut qu'il soit intégré dans le process pour que la chaîne de valeur soit réalisable et maîtrisable et au niveau de la réussite du process, il faut qu'elle soit en amont, pendant et en aval, donc à la fin du process. Merci beaucoup. Rapidement. Parce que c'est le directeur de ce projet qui est censé faire la présentation. Voilà. Donc, Youssef El Khomsi, je suis ingénieur de développement de la Fédération de la chimie et de la parachimie. Donc, la fédération elle a été créée en 1993. On représente le secteur de la chimie et parachimie au Maroc. Entre parenthèses, nos adhérents représentent 75% du secteur de la chimie au Maroc. La fédération a toujours pensé à l'environnement. D'ailleurs, on est signataire de la charte de Responsible Care, ce qui a fait de la fédération le deuxième organisme après l'Afrique du Sud à proposer cette charte. Actuellement, que j'attaque les besoins, actuellement, on est en train de réaliser en partenariat avec le ministère de l'Industrie et d'ailleurs la LPME une étude sur les écosystèmes chimie et parachimie. On en a identifié 6. À l'issue de cette étude, donc on aura des idées claires sur le besoin réel de cette industrie. D'ailleurs, il sera axé sur les deux synergies, donc ce sera des synergies de mutualisation, des synergies des synergies co-industrielles. C'est notre première expérience pour le MEDTES, on est tout excités. On a déjà des contacts qui ont été pris directement dans le... Juste par rapport au choix des entreprises, est-ce que vous avez des critères? Comment vous avez choisi les entreprises? Les entreprises actuellement, on est en mode de présélection, on n'a pas encore été choisi. Les critères, on a déjà une base de paramètres, donc il faudra considérer, essentiellement, si vous voulez, bien sûr, c'est déjà la bonne volonté de l'entreprise à accueillir. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, proposer à nos adhérents. Oui, écoutez, je pense qu'il y a moyen de discuter de la chose. Merci à vous. Merci. Oui, bonsoir, c'est Noisy Lotman du Centre technique du textile d'habillement. La plupart, j'ai été prise au dépourvu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si ma mémoire je reviens un petit peu, c'est juste cette semaine, on a assisté également à une réunion avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, et donc le textile en général au Maroc. De point de vue valeur ajoutée, on se situe à la 4e place. Quand on arrive un petit peu pour voir ces aspects polluants, on se retrouve à la 3e place.
Donc, on a grimpé d'un échelon, du point de vue quand on fait l'analyse des revenus. Bon, sachant que le Maroc actuellement, il y a tout un, dans le cadre du développement industriel, il y a tout le développement de l'amont textile. Le Maroc est connu pour être un confectionneur seulement. On n'est pas des fournisseurs de matière, on n'est pas des fournisseurs de fils. Donc il y a toute une politique, enfin un plan de développement de l'amont. Ce qui veut dire que si on est actuellement à la 3e position, demain quand on va développer l'amont, qui sera demandeur, consommateur d'eau, consommateur de produits chimiques, et bien sûr, tenir en compte tous les rejets, on passera peut-être à la 2e, sinon 1re position en tant que secteur polluant. Bon, ça c'est juste pour vous donner un aperçu de la situation. Donc c'est le textile, il faut quand même, même si on n'est pas apporteur, on n'est pas des porteurs de valeur ajoutée énorme, si on compare par rapport à la parachimie, mais il faut tenir compte de l'avenir. Bon, vous m'avez demandé d'intervenir pour un petit peu situer nos besoins. Juste une petite remarque, parce que monsieur il a intervenu tout à l'heure en parlant du permanganate. Le permanganate en Europe, il est interdit. Malheureusement, au Maroc, on continue à l'utiliser. Et les donneurs d'ordre européens, ils connaissent très bien ça. Ils se permettent, ils l'acceptent. Et bon, ça c'est juste une petite remarque, une petite parenthèse. Hein? Ils délocalisent, mais dans leur pays, ils prétendent être... Voilà. Mais dans leur pays, ils ont l'étiquette Green Industry, etc. Bon, pour revenir à nos besoins dans le secteur. C'est vrai que si je prends les délaveurs, le délavage il est en développement au Maroc et le Chine spécialement. Les délaveurs, c'est des consommateurs d'eau. C'est vraiment les plus gros consommateurs d'eau. Et les plus gros consommateurs de produits chimiques. Tous ces produits, tous ces mélanges, ils partent dans les égouts actuellement. Donc il y a vraiment une action de sensibilisation à ce niveau-là, au niveau des délaveurs. Ça, c'est les délaveurs. Les industries teinture, le même problème. C'est des consommateurs d'eau et de produits chimiques et ils rejettent. Si je prends la partie confectionneur, et là, c'est une autre problématique qui apparaît. Et dernièrement, lors d'un questionnaire que j'avais envoyé à tous les industriels, c'est au niveau des traitements des rejets de la coupe. On n'est plus dans tout ce qui est... je parle beaucoup plus rejet que... Mais bon, quand je dis consommation d'eau, c'est la consommation. Si on arrive à utiliser moins l'eau, on polluera moins. On fait le parallèle. Donc je disais, au niveau de la confection, il y a une problématique au niveau de la réutilisation ou de la finalité des déchets au niveau de la coupe. Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai eu une demande récemment d'un gros industriel de lingerie qui a des déchets, il ne sait pas quoi en faire. On a eu une demande récemment également de la part d'une industrie automobile. Tout ce qui est siège de voiture, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, il y a toute une étude, là, il y a vraiment une demande en soi, parce que c'est les industries qui sont venues s'exprimer au niveau de leurs déchets. Mais bon, en tant que centre, ici au Maroc, on n'a pas vraiment le savoir-faire, comment aider ces entreprises. Donc ça, c'est une problématique que je soulève ici devant tout le monde, et peut-être que vous, avec vos experts, vous pouvez nous apporter votre appui là-dessus. Voilà, c'est un peu mon intervention. Voilà, merci.